Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ce Meet and Share concept sur les inégalités sociales de santé. Donc, au niveau de l'organisation, ne vous inquiétez pas, vos vidéos ne sont pas activées, mais vous pouvez écrire des questions, des commentaires ou des discussions tout au long de la présentation dans le Q&A et on y répondra notamment à la fin, mais dès que possible aussi pendant la présentation. Et je vais donner la parole à Julien Biaudet pour présenter Concept. Et puis après, vous aurez une présentation de nos orateurs sur les inégalités de santé. Julien, si tu veux, je te donne la parole pour que tu puisses présenter Concept. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, tu partages l'écran, Pauline, pour les slides? Allez, je fais ça tout de suite. Hop, je mets les slides. Bon, l'idée, c'est de vous présenter très rapidement le réseau Concept. Je ne sais pas si parmi les spectateurs, certains sont des habitués des Meet and Share, donc désolé pour la redite pour cela. Et sinon, je vais présenter le réseau pour les nouveaux venus. Donc, Concept, c'est un réseau de recherche en prévention primaire des cancers, donc, porté par le Centre Léon Bérard, mais qui réunit plusieurs partenaires que je vais très très rapidement présenter. Donc nous avons été lauréats de l'Institut national du cancer en février 2022, donc l'institut qui a financé deux réseaux de recherche en prévention primaire, dont Concept. On peut passer à la diapositive suivante, Pauline, s'il te plaît. Voilà, donc là vous avez à l'écran les principaux partenaires, les partenaires fondateurs de Concept, avec 6 équipes universitaires et hospitalières, notamment donc, le Centre Léon Bérard qui pilote le projet et le réseau, et donc tout un tas d'acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais que vous avez à l'écran, et un 7e partenaire qui est un acteur de terrain, en entité 2, qui est l'IREPS, qui va prendre la parole aujourd'hui, donc l'instance régionale en promotion de la santé. Et donc, il y a un partenaire fort depuis le début de ce réseau et qui est, on va dire, moins sur le volet recherche, mais vraiment sur le volet intervention en lien avec le territoire et avec les publics. Donc là, si on bascule sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'en fait, on est sept partenaires très transdisciplinaires. On couvre des disciplines comme l'épidémiologie, la psychologie sociale de la santé, la nutrition, la psychologie sociale, je l'ai déjà cité, le marketing social. Voilà, donc on couvre vraiment un champ très, très, très large de la recherche avec cet objectif qui est de comprendre d'identifier, pardon, les facteurs de risque et de les comprendre, les facteurs de risque de cancer, mais également de développer des interventions pour agir sur ces facteurs de risque. Vous avez très certainement entendu parler de ce chiffre de 40% des cancers dits évitables. Alors nous, on parle de 40% des cancers liés à des facteurs de risque sur lesquels nous avons des moyens d'action. Donc c'est vraiment le cœur de notre sujet, c'est mieux les caractériser, mieux les comprendre et mieux agir sur ces facteurs de risque-là. Donc on s'intéresse à la fois au comportement individuel vis-à-vis de ces facteurs de risque, mais également à des aspects plus environnementaux, puisque ces facteurs de risque peuvent être le tabac, l'alcool, mais également des polluants atmosphériques, par exemple, ou des polluants dans l'eau. Donc, notre objectif, c'est de répondre aux multiples fragmentations en prévention, c'est-à-dire qu'on a une prévention qui est vraiment divisée à plusieurs échelles. Elle est divisée au niveau des populations. Parfois, elle est très ciblée, parfois, elle est très en population générale. Elle est divisée dans son objet même, hein, prévention primaire. Alors, on est un réseau de prévention primaire, mais parfois, il peut être pertinent d'associer la prévention primaire à la prévention secondaire, donc le dépistage, ou à la prévention tertiaire, donc qui vise à lutter contre les séquelles et les seconds cancers. Donc notre objectif, c'est également de réfléchir sur ces frontières-là pour parfois mieux les dépasser. Et donc, en tant que réseau, notre objectif, c'est de réunir l'ensemble de ces compétences-là qui parfois discutent assez mal entre elles. Donc, Concept est le lieu où elles peuvent échanger, où elles peuvent créer des projets en commun et devenir ainsi un incubateur de projets. Et si on passe à ce qui est, je crois, la dernière slide ou l'avant-dernière, donc notre action se concrétise notamment autour de 3 grands mots-clés. Les approches participatives. Alors, on a fait le dernier Meet and Share
sur cette question-là. Donc maintenant, vous êtes toutes et tous calés sur les approches participatives, mais également la notion d'exposome et en anglais planetary health ou la santé, une seule santé en français, donc qui vise à associer les enjeux de santé humaine et de santé de l'environnement, puisque les cancers sont aussi une des problématiques de la santé planétaire. Et je sais plus si... Oui, voilà. Il reste une dernière diapositive. J'ai beaucoup parlé de projets de recherche qui sont développés au sein du réseau, qui sont portés par les différents partenaires, mais notre activité ne se réduit pas aux projets de recherche. La preuve aujourd'hui avec les Bit Share qui sont un des services, si je puis dire, un des dispositifs qu'on propose à l'extérieur du réseau. Et plus globalement, Concept développe des activités de réflexion scientifique, notamment en incluant des jeunes chercheurs, des activités de networking et des groupes de travail diverses et variés, notamment, comme on l'a vu la dernière fois, sur la recherche participative. Voilà pour une présentation très très synthétique de concept. Et avant de donner la parole à Claudia et à Cédric, je vais très rapidement les présenter. Donc Claudia et Cédric travaillent tous les deux à l'IREP, donc comme vous l'avez compris, qui est un des partenaires fondateurs de Concept. Claudia, tu es chargée de projet et tu travailles notamment sur le dispositif Émergence. Et je crois que tu vas le présenter dans tes diapositives. Et Cédric, tu es docteur en sciences de l'éducation et de la formation et tu es délégué territorial à l'IREPS et tu es également associé au laboratoire P2S qui est à Lyon. Merci beaucoup pour votre présentation et on vous écoute avec attention et intérêt. Merci Julien. Donc, je commence, je partage mon écran. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des inégalités sociales des santé. Et notre objectif de la journée avec Cédric, c'est partager un travail qui a été développé au sein de l'IREPS avec différents collègues et à partir des données de la recherche et des données du terrain pour construire un outil qui nous permet vraiment d'identifier ces leviers, ces grandes dimensions et les leviers pour contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé dans nos différents projets, que ce soit d'intervention ou de recherche. Et pour cela, nous allons présenter très rapidement les concepts un petit peu des bases qui concernent les inégalités sociales de santé pour passer directement aux leviers que nous voudrions discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Cet outil qu'on est en train de construire, elle a été déjà bien travaillée en interne. C'est la première fois qu'on la présente en externe. Donc, si vous avez des commentaires, nous sommes tout à fait prenants. Donc, juste pour nous situer, en fait, l'instance régionale des promotions d'éducation pour la santé Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association à but non lucratif. Et nous sommes adhérents de la Fédération Promotion Santé qui regroupe tous les IEPS, anciens IEPS, aujourd'hui Promotion Santé, ces instances partout en métropole et aussi dans les territoires hors métropole. Nous avons 12 délégations départementales, nous sommes présents dans tous les territoires avec les délégations et les chargés de projet qui travaillent auprès des acteurs. Et notre financement sont essentiellement nous sommes financés sur les fonds publics et la plupart de nos financements viennent des agences régionales de santé, de l'agence régionale de santé. Eh bien, notre mission et notre but, c'est de contribuer à la promotion et à l'éducation pour la santé. Et on remet juste un petit mot de la charte d'Ottawa qui est vraiment notre feuille de route, vraiment notre document un peu fondateur. Donc, le but de la promotion de la santé, de réduire les écarts actuels dans l'état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulues pour réaliser pleinement leur potentiel en santé. Et finalement, la mission de l'IEF, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé par la réduction des inégalités sociales de santé à partir des actions sur les déterminants de la santé. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, à partir de différents services et de différentes actions. Donc, que ce soit des conseils méthodologiques, des formations, d'accompagnement au projet de terrain, des mises à disposition des outils, des documents, des ressources en ligne. Mais nous travaillons aussi en appui aux politiques publiques et aux dynamiques locales, partenariats institutionnels,
par des programmes thématiques qui sont déclinés soit par certains territoires, soit au niveau de la région, donc autour de la santé environnement, de la nutrition et rythme de vie, les mois santé et addiction, santé mentale, médiation santé, compétences psychosociales. Nous avons un panel de thématiques qui essayent de travailler sur les déterminants de la santé et dans les territoires. Et il y a aussi des dispositifs spécialisés, donc Émergence. Cédric et moi, nous faisons partie de ces dispositifs. Et c'est un dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé qui essaie de construire un triptyque entre les chercheurs, les décideurs et les acteurs des terrains pour construire des actions qui vont être déjà basées sur des données probantes, soit qui viennent de la recherche, soit qui viennent aussi des expériences des terrains, et vraiment qui veillent à la qualité, à l'innovation en promotion de la santé. Et ces liens entre les acteurs et les chercheurs, donc c'est pour ça que nous faisons partie des concepts dans ces cadres de dispositifs émergents. C'est très important pour pouvoir mettre à disposition, travailler dans ces transferts de connaissances auprès des acteurs de terrain, des décideurs et des chercheurs, tous en lien pour pouvoir agir au plus vite et au mieux en promotion de la santé. Et il y a d'autres dispositifs spécialisés, donc les pôles d'éducation en promotion de la santé et environnement, les centres de ressources illettrisme, et aussi un centre régional d'information prévention des sida et des hépatites IST. Cédric, je te laisse la parole pour nous mettre un petit peu dans les bains des déterminants de la santé et des inégalités sociales. Oui, merci Claudia. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, pour introduire ce travail qu'on vous présente avec Claudia aujourd'hui, il nous a semblé intéressant, peut-être même important de revenir sur ce qui à un moment donné a permis de nommer ce qu'on appelle aujourd'hui les inégalités sociales de santé. C'est la question en amont des déterminants de la santé. Donc là, le modèle qu'on vous présente, c'est un modèle assez classique que vous pouvez trouver assez facilement quand on veut définir ou présenter ce que sont les déterminants de la santé. Donc c'est un modèle qui existe depuis un certain temps maintenant, comme vous voyez la date. L'idée en fait de ce modèle, c'est de vous indiquer, de répondre à cette question, mais au bout du compte, qu'est-ce qui influence quotidiennement la santé de chacun d'entre nous? Donc ce modèle vous présente une idée du travail qui a été mené depuis un certain nombre d'années pour dire que l'environnement global à l'échelle d'une société, c'est ce type d'environnement qui impacte plus la santé des individus. Donc il faut lire ce modèle, ce demi-cercle, comme étant plus on s'éloigne du cercle, plus l'impact sur la santé est important. Donc vous voyez l'extérieur de couleur vert, je ne sais pas comment je vais dire, vert-bleu, je ne suis pas très spécialisé en couleur. Donc les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales à l'échelle d'un pays, ce sont ces conditions-là, entendues comme des déterminants, qui ont le plus d'impact sur la santé. Donc et plus on resserre, plus on rassemble, l'impact est toujours important, mais il diminue un petit peu. Voilà, donc ces déterminants-là, la manière dont ils sont présents dans une société comme la nôtre, en France, par exemple, hein, mais dans tous les pays, ça fonctionne de la même manière. La manière dont ils se présentent et qu'ils se répartissent dans la population, cette répartition, on va dire, inéquitable, est justement à l'origine d'une grande partie des inégalités sociales de santé qui existent entre pays, mais aussi à l'intérieur d'un pays. Et ça, ce travail-là, on le doit en l'occurrence aussi, peut-être pas majoritairement, mais enfin exclusivement, pardon, au travail du professeur Michael Marmot, qui a dirigé la commission de l'OMS sur les déterminants de la santé, et qui a permis de montrer qu'effectivement cette répartition évitable et inéquitable, injuste même, font partie des éléments qui produisent le plus ces inégalités sociales. Voilà, donc ça veut dire que peut-être, en ayant conscience de ces déterminants qui creusent des inégalités sociales, on pourra peut-être revenir en disant que pour réduire ces inégalités sociales, peut-être faudrait-il pouvoir avoir la possibilité d'agir sur ces déterminants, histoire de boucler la boucle. Voilà, donc une fois ce rappel, ce que sont les déterminants, donc logement, politique sociale, emploi, eau courante, accès aux soins, bref. On a effectivement une idée de comment ces inégalités sociales de santé se produisent. Aujourd'hui, en termes de définition, là, on vous présente la définition qu'on voit apparaître en France, mais pas que. Donc, pour vous le dire tel qu'elle est écrite, donc ce sont des différences
dans l'état de santé entre différents groupes sociaux et qui sont en fait la conséquence d'une distribution inégale et injuste, comme je vous le signifiais à l'instant, des déterminants sociaux de la santé. Ce qui nous intéresse, nous, dans ces inégalités sociales de santé, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard, comme l'indique la diapositive. Elles sont socialement construites, on pourra y revenir si vous le souhaitez, et elles sont donc nécessairement évitables. Ce qui fait qu'on peut avoir les uns et les autres des possibilités d'agir. Si elles sont évitables, on peut faire des choses dessus. Alors, un élément central qui vient expliquer ou définir les inégalités sociales de santé au niveau de cette répartition injuste et inéquitable et évitable, c'est ce qu'on va appeler le gradient social de santé. Alors, pour vous l'expliquer, peut-être le mieux, c'est de commenter rapidement ce graphique que vous voyez devant vous. Donc, il s'agit de l'espérance de vie des hommes à l'âge de 35 ans, selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Donc, le gradient social, en fait, c'est quoi? C'est cette pente que vous voyez, où, en fait, en lisant le graphique, plus on est dans une catégorie sociale dite supérieure, plus l'espérance de vie augmente. Et donc, à l'inverse, plus on a une catégorie sociale défavorisée, moins l'espérance de vie va apparaître. Donc, c'est cette pente-là qu'on va nommer le gradient social de santé. Et on verra qu'un des enjeux pour au minimum ne pas creuser les inégalités sociales de ce graphique, mais pour les réduire éventuellement, un des enjeux, c'est justement de réduire cette pente pour qu'elle soit moins forte. Voilà, donc ça c'est une logique. D'autres exemples, ici on vous montre un autre gradient social, c'est la prévalence du diabète en Pays de la Loire, selon ce qu'on appelle le désavantage social, entre des populations, on va dire, dites plus favorisées et d'autres défavorisées, surtout avec des indicateurs socio-économiques. Et donc là aussi, on voit apparaître cette pente du gradient social. Ce sont on discutera plus tard, on ne va pas trop s'attarder dans ces pistes d'explication, comment ça s'est traduit, le fait que les statuts socio-économiques vont influencer directement la santé. Donc, il y a déjà plusieurs explications qui sont déjà théoriquement développées. Et donc, vraiment, qui va expliquer comment ces conditions de travail, ces conditions aussi de stress psychosocial va amener à des comportements moins favorables à la santé et un moindre accès, par exemple, aux instances de santé, aux dispositifs, et cette question de la littération en santé qui va être aussi dégradée tout au long de la vie, parfois, et qui va se traduire dans un niveau de santé un peu plus détérioré selon les statuts socio-économiques. Et on pourra revenir là-dessus. Mais on voulait faire juste un petit point sur les CSS au prisme du cancer, parce que c'est une maladie qui permet vraiment de regarder ces inégalités vraiment en profondeur. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et aujourd'hui, c'est la première cause des écarts de mortalité entre les groupes sociaux, les hommes, les femmes, entre les régions en France, donc, qui permet de montrer toutes ces différentes inégalités qui existent. Et finalement, l'OIT a fait un grand travail qualitatif pour montrer comment les inégalités se traduisent tout au long de la maladie, de la survenue des cancers jusqu'à les espérances de survie et les effets après cancer des inégalités. C'est-à-dire qu'aux mêmes maladies, on ne va pas être tous égaux. Et selon notre niveau socio-économique aussi, les effets pourront être différents. Et donc, il y a tous les risques liés aux déterminants socialement marqués. Et là, on a des exemples sur certains cancers, c'est assez particulier. Donc, le risque de développer un cancer est significativement lié à la détresse sociale pour les cancers des voies respiratoires et des voies digestives supérieures. Il est expliqué par des déterminants socialement marqués tels que le tabagisme, l'exposition professionnelle, l'exposition aux polluants atmosphériques. Et il y a près de 15 000 cas qui pourraient être évités chaque année grâce à l'amélioration des conditions de vie, à la promotion de la santé auprès des populations les plus démunies. Donc, ça, ce sont des études qui ont
on est de plus en plus soucieux de regarder ces effets sur les différentes populations. Et on a aussi des données sur les disparités de la participation aux campagnes de dépistage organisées. Par exemple, 13 points de différence dans la participation au dépistage des cancers du sang entre les femmes qui appartiennent à un groupe de revenus élevés par rapport à un groupe de revenus modestes. La perte de chances de survie sur certains cancers est de la moitié. L'accentuation des inégalités sociales à cause de la maladie sont aussi bien mises en avant. Et il y a aussi les questions des inégalités territoriales. Nous avons en Auvergne-Rhône-Alpes l'arbre des faveurs des cancers. Là, c'est juste une image sur la mortalité prématurée liée au cancer. Et on voit vraiment une division entre les territoires à l'est et à l'ouest, entre les territoires plus favorisés, plus denses, avec plus de moyens aussi humains, et des territoires un peu plus ruraux et qui ont des indicateurs aussi des favorisations très fortes. Et à chaque fois, si on superpose toutes les cartes des indicateurs, on va trouver très souvent ces rouges vifs d'un côté et moins présents de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ces autres territoires, il n'y a pas aussi des inégalités, mais ça montre aussi quelques disparités territoriales qui sont assez marquées. Et finalement, si aujourd'hui, les plans cancer 2014-2019 a mis en amont cette question d'étudier les inégalités, être vigilant à que les campagnes de prévention autour des cancers puissent vraiment viser à réduire ces inégalités. Mais finalement, comment agir sur ces questions des inégalités sociales? Ça, c'est un travail qui a été déjà assez amorcé, mais on s'est posé la question, on a essayé, Cédric, j'ai essayé de la parole, à travailler sur ces questions. Oui, alors effectivement, les travaux commence maintenant à être relativement important sur comment comprendre d'où viennent les inégalités sociales de santé, comment elles se produisent, comment les analyser. Ça, on dispose maintenant d'un certain nombre de documents. Donc, je parlais tout à l'heure du travail du professeur Marmotte, mais en France, on peut, je ne vais pas tous les citer, mais je pense en l'occurrence aux travaux de l'équipe de Thierry Lang sur Toulouse, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces questions. Donc, on dispose de matières assez importantes pour essayer de comprendre d'où elles viennent, comment les analyser. Ce qui nous manque peut-être à un opérateur que nous sommes, nous, en promotion de la santé, mais aussi les acteurs avec lesquels on travaille dans les territoires, ce qui nous manque là, c'est, mais au bout du compte, comment on peut agir dessus, une fois qu'on les comprend et qu'on arrive à les analyser, comment on peut avoir une action positive, c'est-à-dire de les réduire, ces inégalités. Si on part dans l'idée que les déterminants les plus importants que je vous montrais tout à l'heure dans le modèle, qui est de dire que ce sont les environnements socio-économiques qui ont le plus d'impact. À notre échelle, nous, à l'IREPS, on peut faire ce qu'on peut, hein, on peut plaidoyer auprès des services de l'État, mais on ne peut pas, nous, agir sur le gouvernement pour influencer tel ou tel type de politique plus favorable aux plus personnes vulnérables. Donc, on n'a pas, nous, ces moyens d'action. Dans nos territoires, voilà, on n'a pas ces logiques-là, mais comment on peut faire quand même quelque chose pour réduire ces inégalités sociales de santé? Donc, on a commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ces leviers qu'on va appeler d'action. On a vu que ces travaux, d'autres s'y étaient essayés aussi. Donc, on vous laisse là un petit florilège de travaux qui ont été menés en France, mais aussi à l'international pour savoir, mais au bout du compte, comment on peut agir sur ces inégalités sociales. Encore une fois, soit à minima, de faire attention à ce que nos actions en prévention et promotion de la santé, on ne contribue pas sans le savoir à continuellement creuser ces ISS, ce qui serait quand même dommage, puisque l'idée première, quand on fait de la prévention, de la promotion de la santé, c'est quand même une visée utile et favorable à la santé des populations avec lesquelles on travaille. Donc ce serait quand même dommage que nos actions, sans le savoir, continuent à les creuser. Et idéalement, en quoi, en fait, on pourrait participer à les réduire. Et donc on voit quelques travaux qui ont été menés, qui sont relativement intéressants. Ce que nous, on avait besoin, c'est d'un outil qui soit relativement simple, pas forcément simpliste, mais simple d'utilisation pour nous aider, nous, mais aussi les acteurs avec qui on travaille dans les territoires, à l'échelle régionale ou départementale, pour les accompagner et faire en sorte qu'on ait un outil un peu pense-bête ou réflexif
pour regarder nos actions, pour savoir si on contribue ou pas à réduire ces ISS. Donc, on a regardé dans la littérature scientifique et professionnelle. On a d'ailleurs un projet en cours cette année de possiblement proposer un article sur ce sujet. Donc, on a regardé, on a recensé avec l'aide d'une collègue qu'est-ce que la littérature nous dit, et on a repéré ici, sur cette diapo, 8 dimensions essentielles sur lesquelles on peut agir de manière interconnectée pour pouvoir se dire que nos actions pourraient potentiellement ne pas les creuser, mais réduire les inégalités sociales de santé. Donc, très rapidement, le premier, donc, c'est inscrire de manière très formelle dans l'objectif de l'action qu'on a une intention formelle de tenter de réduire les inégalités sociales. Alors, ça peut être simple en le disant, mais en même temps, le formaliser, c'est déjà de faire attention à ce qu'on va pouvoir faire. On a un autre levier. Alors, ils ne sont pas organisés de manière prioritaire ou chronologique, hein. Voyez-les comme 8 dimensions qui s'interconnectent, dont l'importance n'est pas nécessairement affichée comme telle. Ça peut dépendre aussi de l'action ou du projet dans lequel on se lance. Donc, vous avez un autre qui est de lutter contre la stigmatisation des personnes qui sont concernées par l'action qu'on veut mener. Agir sur les environnements et pas seulement sur la question des comportements individuels. Je crois que Julien en parlait tout à l'heure en présentant le concept. La question des habitudes de vie et des modes de vie, c'est important, mais si on oublie les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les personnes, nous-mêmes, hein, les environnements dans lesquels on est, on rate quelque chose. Et donc agir sur les environnements en plus des comportements, on sait que c'est une dimension importante quand on veut réduire les ISS. Autre dimension qu'on abordera un peu plus précisément tout à l'heure, c'est d'avoir une approche partenariale dite intersectorielle, voire interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas travailler que des personnes et des institutions, par exemple, qui sont dans des logiques sanitaires. C'est important, mais il faut aussi associer des acteurs, par exemple, du champ social, du champ, pourquoi pas, de l'insertion, du champ de l'éducatif, etc. Donc la logique partenariat intersectorielle, c'est une dimension importante quand on veut réduire les inégalités sociales. Autre dimension, c'est de prendre en compte le gradient social de santé dont je vous parlais tout à l'heure, avec une logique aujourd'hui qui s'appelle l'universalisme proportionné. Pour le dire très rapidement, il s'agit en fait de penser son action pour tout le monde, donc universalisme, mais proportionné, c'est-à-dire qu'on fait une focale sur les personnes qui ont le plus besoin que d'autres et dont on a précisément repéré ces besoins-là. Donc, si je reprends les diapos de tout à l'heure, on voyait qu'en fonction de la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient, on peut peut-être voir que certains ont plus de besoins. Donc, l'idée, c'est que notre action, on y pense en amont, on va devoir répondre à tout le monde, mais qu'il faudra faire une focale sur ceux qui en ont plus besoin. Voilà un peu cette logique très rapidement présentée, l'universalisme proportionné. Ensuite, on a facilité l'accès et appropriation des dispositifs grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui la littératie en santé. Donc, c'est encore une autre démarche très particulière. Pour le dire très rapidement, c'est de faire attention à comment on transmet de l'information, comment on la rend appropriable à ceux à qui on veut s'adresser pour qu'eux-mêmes la saisissent, puissent en faire une décision qui soit favorable à leur santé. Tout ça aujourd'hui, ça pose de vrais soucis en termes d'inégalité sociale. Et donc, un des enjeux, c'est de pouvoir appréhender cette difficulté dans nos actions et d'y faire attention. Donc, ce n'est pas forcément simplifier l'information, c'est réfléchir à comment on veut transmettre et comment on veut faire approprier quelque chose au public auquel on s'adresse. Avant-dernière dimension qu'on a repérée, c'est de faciliter ou de favoriser la participation des personnes avec lesquelles on s'adresse, on souhaite s'adresser, et de s'engager dans une logique qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir, que le champ social ou le champ de l'éducation populaire a déjà bien travaillé. On entend souvent parler dans un anglicisme d'empowerment en France. Il s'agit effectivement de ça, de pouvoir donner les moyens aux personnes à qui on s'adresse, de pouvoir elles-mêmes participer à tous les processus d'une action, que ce soit de l'établissement des objectifs,
jusqu'à leur évaluation. Donc, une des dimensions très importantes, c'est de favoriser cette participation à toutes les étapes d'une action. Et enfin, dernière dimension, une logique d'aller vers, c'est-à-dire d'aller voir les personnes là où elles se trouvent, et d'avoir des logiques de médiation en santé, qui font démarche un peu d'intermédiaire, et de penser nos interventions en faisant attention à cette dimension-là. Voilà. Donc, désolé pour la rapidité de la présentation, mais voilà, ce sont les 8 dimensions. Et dans chacune des dimensions, on ne le verra pas aujourd'hui, mais l'outil vous le présentera. Dans chacune des dimensions, on a repéré plusieurs leviers sur lesquels on peut donc s'appuyer pour pouvoir regarder si nos actions permettent ou pas de réduire ces inégalités sociales. Donc, nous, on a choisi de partager très rapidement 2 exemples pour que vous puissiez voir les leviers possibles à l'intérieur d'une dimension. Donc, selon ce que la littérature nous permet d'identifier. Par exemple, sur la médiation, c'est une question qu'on aborde beaucoup en prévention primaire. Et voilà, c'est quoi mettre en place un dispositif de médiation? Qu'est-ce que c'est la médiation santé? Qu'est-ce que c'est la LEVER? Il y a la question géographique, par exemple, d'inscrire les projets sur les lieux de vie des personnes, dans les quartiers, dans les réseaux d'acteurs présents, vraiment dans les territoires de proximité, et susciter l'interaction. Ce n'est pas nécessairement aller vers d'une façon géographique, mais finalement, c'est susciter ces échanges proactifs, mais aussi, par exemple, adapter sa posture professionnelle dans la LEVER et dans les non-jugements, de ne pas avoir d'attente des résultats spécifiques, de laisser les participants choisir leur niveau d'engagement sans présupposer. Ce sont des leviers qui sont extrêmement importants à prendre en compte quand on pense à une action d'aller vers des médiations en santé. Et ce n'est pas qu'une démarche géographique, c'est aussi toutes des questions qui sont autour, qui sont aussi importantes et qu'on a repérées, qui sont vraiment des leviers d'efficacité sur cette question-là. Et par exemple, s'appuyer ou s'intégrer aux groupes existants, faire le lien avec les collectifs déjà existants, les associations d'habitants. Et donc là, vous pouvez voir, on a 2, 4, 6 leviers qui, dans un projet, si on réfléchit à des actions d'aller vers des médiations, nous permet d'identifier qu'est-ce que nous pouvons mobiliser pour que ça soit le plus efficace possible dans la réduction des inégalités sociales de santé. Et on a choisi rapidement de vous montrer l'approche partenaire intersectorielle qui est très, très importante. Nous travaillons toujours en partenariat sur les territoires, ce qui est vraiment, ça permet de potentialiser l'action multisectorielle, différents secteurs autour d'une thématique, mais aussi de travailler ensemble pour pouvoir potentialiser nos actions. Donc, vraiment, la question de constituer une équipe projet intersectorielle dès le début du projet, c'est quelque chose qui est très important en lien avec les déterminants identifiés. Donc, la question des diagnostics partagés, on la voit dans une autre dimension, mais elle est très importante pour pouvoir identifier toutes ces dimensions. Intégrer les publics cibles comme partenaires, par exemple, s'articuler avec l'offre territoriale, et cette question-là, elle revient souvent, et avoir la présence d'un traducteur, un coordinateur, un animateur du projet qui va permettre vraiment d'engager cette dynamique territoriale, développer une culture commune autour de cette question des inégalités, des déterminants sur la problématique, définir la communication, maintenir une dynamique partenariale. Et on a choisi, nous avons un projet, Cédric, si tu veux du moins présenter PACAP, Oui. Juste pour vous donner un exemple des leviers mobilisés dans certains projets. Alors là, effectivement, on vous donne une illustration d'un projet sur lequel notre association s'est engagée. Donc, c'est en fait un cahier des charges qui a été mis en place par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle PACAP. Donc, l'intitulé, vous l'avez en description dans la diapositive. Donc, c'est une logique de prévention d'obésité infantile en mobilisant essentiellement les questions de nutrition, alimentation, activité physique et ce qu'on va appeler les rythmes de vie. Rythmes de vie qui peuvent être des exemples comme le sommeil, la question de l'utilisation des écrans, etc. Donc plutôt orienté petite enfance, évidemment avec les adultes qui accompagnent ces enfants en très bas âge. Donc on a essayé avec ce projet, donc c'est un exemple, de le regarder, de comment on pensait ce projet, cette mise en œuvre thématique, au regard de l'outil qu'on vient rapidement de vous présenter, qui est donc sur les 8 dimensions. Donc effectivement, dans notre projet,
Sur l'inscription des inégalités sociales, c'est quelque chose qu'on a inscrit dès le diagnostic de ce travail sur la prévention de l'obésité infantile, où par exemple, on a essayé de regarder quels sont les éléments qui, de ce qu'on connaît, permet de réduire les ISS et de pouvoir travailler dès le plus petit, le petit âge, hein, de commencer le plus tôt possible, mais c'est aussi de s'inscrire sur l'aspect des décideurs, de s'appuyer sur eux et sur leur expertise du territoire qu'ils ont mieux que nous. Sur le gradient social, on a fait attention aussi à regarder, et ça c'est dans le cahier des charges auquel on a contribué qui permet de le voir, c'est-à-dire qu'on voit que la thématique de l'obésité infantile concerne l'ensemble d'une tranche d'âge comme les 0-6 ans, mais en regardant de plus près, dans certains territoires, en utilisant ce qu'on appelle le FDEP5, qui est en fait un indice de défavorisation, on peut regarder que cette thématique concerne un peu plus particulièrement les territoires dont cet indice est le plus important. Et donc, on a fait le choix de prioriser le déploiement de ce projet dans les territoires concernés. Sur la facilitation et la littératie, donc on est plutôt dans une logique où on essaye de faire attention en produisant des outils, mais avec les populations concernées, pour qu'elles puissent elles aussi participer à co-construire les informations. Ça peut être par exemple la co-construction d'une fiche projet avec des professionnels de la petite enfance, pourquoi pas des parents aussi qui fréquentent une crèche par exemple, pour pouvoir fabriquer une fiche projet qui va permettre à présenter le projet à plus de monde. Donc ça, c'est un exemple très rapide. Sur la participation, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé dès le début d'inclure les acteurs locaux concernés à le déploiement de ce projet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans eux et sans leur connaissance du territoire. C'est eux qui nous disent, ben, écoutez, dans cette partie du territoire, là pour l'instant ça vaut le coup, parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a des besoins, donc il faudrait commencer par ce bout-là. Et donc ça peut aussi être ça, cette participation, donc c'est aussi un exemple pour vous montrer comment on s'y est pris. Sur les démarches de médiation, on est plutôt, je vais prendre l'exemple qui me concerne plus particulièrement dans le département où je me trouve, dans l'Allier, où on a un territoire relativement concerné en termes de défavorisation, mais l'idée c'était c'était pas de proposer les démarches à l'ensemble des acteurs sur tout le territoire, parce que le territoire est tellement important et tellement grand qu'en fait, on n'aurait pas eu la possibilité d'y aller. Et donc, on s'est appuyé sur la connaissance du territoire des personnes. On a dit, écoutez, dites-nous dans vos habitudes, là où sont les lieux où potentiellement les personnes qu'on veut toucher se rencontrent, viennent par exemple faire leur commission, participer à des activités de loisirs. Donc, la connaissance de ce territoire fait qu'on sait là où on est allé nous-mêmes voir les personnes là où ils se trouvent. Donc, c'est un exemple qui peut paraître simpliste, mais le fait d'être dans cette logique d'aller vers, ça nous a permis d'aller au contact des personnes et de les voir là où elles se trouvent. Sur la stigmatisation, donc là, on est parti aussi dans l'idée, dans des formations intersectorielles, de pouvoir aussi faire émerger les représentations sociales que les uns et les autres on peut avoir de l'obésité infantile, parce que l'idée, c'est de plus on explicite ces représentations dans un travail collectif, et ben, plus on a une tendance à ne pas les reproduire, et ça peut avoir un effet positif pour ne pas stigmatiser encore plus des populations déjà bien stigmatisées, voire qui s'auto-stigmatisent. Donc ça, c'était pour nous important. Bon, et le dernier élément, enfin l'avant-dernier, pardon. Donc évidemment, on n'a pas le projet PACAP, ce n'est pas forcément uniquement de s'adresser aux parents dans des logiques individuelles, mais plutôt aussi, c'est pour ça l'intérêt de l'intersectoriel, c'est de faire travailler la communauté de communes, l'école, la crèche, l'offre de loisirs et d'activités physiques et sportives, puisque conjointement, c'est là, dans une approche un peu territoriale, qu'on va pouvoir proposer des actions qui sont complémentaires de choses qui sont vraiment ciblées vers les habitudes de vie des personnes,
Si aujourd'hui, on a des personnes qui auraient potentiellement envie de faire une activité physique et sportive, mais qu'en fait, elles n'ont pas d'offre et de services proches de chez eux, bah, l'idée, c'est d'embarquer les structures qui ont les moyens de pouvoir développer leur offre. Parce que potentiellement, c'est pas que je ne veux pas faire d'activité physique et sportive, c'est qu'autour de chez moi, j'ai rien qui me permet de le faire. Donc l'idée, c'est pour agir sur l'individu, autant faut-il pouvoir mobiliser l'environnement proche pour pouvoir proposer des choses nouvelles ou complémentaires pour faciliter l'accès à. Voilà, ça c'est une logique d'environnement et pas uniquement sur la question des habitudes de vie. Donc l'approche partenariale, j'y reviendrai pas puisque dès le départ, l'idée, c'est de ne pas focaliser sur un seul champ, c'est de s'adresser autant aux professionnels de la petite enfance que celles et ceux qui ont des services multiples, que ce soit alimentation, comme par exemple la cantine de l'école, ou qui est gérée souvent par la mairie ou la comité de communes, mais aussi toute l'offre de loisirs, culture et activités physiques et sportives. Donc nécessairement, tous ces acteurs, ça nécessite qu'on travaille avec eux. Bon, c'est pas forcément un projet idéal, parce on n'a pas assez de temps, mais il y a plein de choses qui fait qu'il y a des choses à revoir. Mais en tout cas, notre intention, dès le départ dans ce projet, c'était de regarder les dimensions qu'on avait repérées pour voir si on fait cet effort, nous, en interne, que notre action qu'on va déployer sur cette thématique de la prévention de l'obésité infantile, de faire attention que nos actions ne viennent pas creuser encore un peu plus les inégalités sociales et idéalement de voir si on peut mobiliser ces 8 dimensions dans la manière dont on va déployer ce projet à l'échelle d'un territoire. Voilà un exemple parmi d'autres de comment on peut se servir de cet outil. Et juste avant de passer aux questions, je voulais juste montrer quelques autres exemples. On ne va pas rentrer là-dedans, mais pour l'exemple, pour agir au plus tôt, nous développons un programme régional avec Addiction France sur la prévention de l'entrée dans l'étabagisme. Vraiment, c'est vraiment un programme de prévention précoce. Et pour exemple, les projets de recherche collaborative Licorne, en partenariat avec le laboratoire d'éducation et promotion de la santé qui essaye de travailler les questions de littératie et coordination dans les parcours de prévention des cancers réels. C'est un type de cancer qui est particulièrement touché par les inégalités sociales, ou des espèces de travail que nous faisons dans les territoires, par exemple avec les PAT des bonnes villes, où on a essayé de construire un axe de PAT avec les populations en situation de précarité autour de l'alimentation, mais aussi certaines ressources que nous mettons à disposition du grand public. Et on vous laissera les liens vers tout ça. Donc, des fiches repères sur les inégalités environnementales et la santé, sur l'alimentation et l'alimentation durable, sur la question des médiations en santé. Et nous gérons un dispositif de médiation santé dans les Rhônes. Et donc, des outils pédagogiques sur certaines thématiques qui concernent la prévention primaire des cancers, et aussi des guides méthodologiques en promotion de la santé, où il y a un guide partenariat qui est très intéressant que vous pouvez consulter en ligne, et les guides par évaluation. Et voilà, et juste pour finir, nous avons une lettre documentaire sur les inégalités sociales en santé en Auvergne-Rhône-Alpes, et on vous laisse les liens pour vous inscrire si vous en avez l'envie. Merci. Grand merci Claudia et Cédric. Si vous voulez, vous pouvez arrêter le partage et comme ça, on peut tous se revoir pour poser les questions. Merci beaucoup, hein. C'était à la fois très clair dans un temps assez court avec les définitions et la mise en pratique de ces 8 exemples. Donc, merci beaucoup. On a déjà beaucoup de questions, donc je vais ouvrir le Q&A et on va les regarder une par une. Alors, tout d'abord, il y a Patricia Villain qui nous a partagé un article sur les perceptions du dépistage du cancer du sein. Donc, merci beaucoup, Patricia. Après, on a une précision de Camille Joannès sur l'équipe de Toulouse. Ensuite, on a une question d'Aïssatou. Donc, bonjour, je suis étudiante en master de prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique. Mon sujet de mémoire est l'accès à la prévention des cancers des personnes en situation de handicap. J'avais une question selon vous. Est-ce qu'une formation sur les cancers et leur dépistage à destination des professionnels du médico-social peut favoriser l'accès au dépistage des cancers des personnes en situation de handicap? Je ne sais pas, Claudia ou Cédric, si
Cédric, Je pourrais dire oui, oui, de fait, parce que souvent les professionnels se sentent peut-être, c'est pas tout le temps vrai, et en fonction des thématiques, mais souvent à des professionnels qui ne sont pas, on va dire, dans le champ strict de la santé versus sanitaire, se sentent peut-être des fois peu légitimes ou peu crédibles, selon eux, à pouvoir intervenir sur une thématique de santé des populations qu'ils accompagnent. Donc souvent, de passer par une formation, c'est aussi de leur redonner cette légitimité, donc j'aurais plutôt tendance à dire oui. Et j'ai en tête un travail qui avait été mené dans notre région au niveau de la DAPI, qui est une structure qui gère des établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Et précisément, les chargés de mission qu'on avait rencontrés, des 4 départements ex-Auvergne, avaient travaillé ensemble on les avait un peu accompagnés pour essayer de proposer un outil qui permettrait autant aux professionnels qu'aux personnes qui sont dans ces institutions de pouvoir saisir les enjeux du dépistage organisé des cancers pour pouvoir mieux comprendre ce qui se joue et de laisser la possibilité de se dire oui, moi j'aimerais bien aussi participer à ces logiques-là. Et cet outil-là avait permis aux professionnels de ne pas, comment dire, de se sentir tout à fait légitime et crédible à agir et de faire l'intermédiaire dans une logique un peu de médiation santé auprès de leur population. Moi, j'aurais tendance à dire oui, oui, ça peut avoir cet effet-là, il me semble. Si Cédric, je vois qu'on a un participant ou une participante qui a levé la main pour parler. Aurélie Ducombe, je vous donne accès au micro. Donc voilà, le son est activé. Si vous voulez poser votre question, il faut que vous démutez votre micro et vous aurez accès pour poser la question en direct, si vous préférez, plutôt que de l'écrire. Ah oui, vous m'entendez là peut-être? Oui, non, je demandais. Oui, bonjour. J'avais relevé quelque chose sur laquelle j'avais pu un peu mettre le doigt, c'est-à-dire la complexité des déterminants, des causalités qui pouvaient s'enchevêtrer quant à la constitution des inégalités de santé. Et donc, du coup, même pour la survenue de cancer ou autre à pouvoir les expliquer. Ce que vous releviez aussi, la difficulté à pouvoir y agir dessus. Et donc, en fait, je voulais juste savoir, alors peut-être j'ai raté quelque chose, est-ce qu'entre le niveau stratégique, opérationnel, est-ce que vous aviez mis le doigt sur quelque chose de, de précis, même si ça a été déjà très, très, très bien ce que vous avez expliqué, par rapport à la manière d'y agir et d'y impacter dessus, au-delà de la nécessité de la croisée des interventions et des champs disciplinaires. Voilà. Alors, sur la question des cancers, pas forcément précisément, parce que c'est pas une compétence thématique très ciblée nous concernant. On est plutôt sur une logique promotion de la santé globale. Par contre, ce qu'on nous on a repéré dans la littérature, qu'elle soit scientifique ou de retour d'expérience professionnelle et de terrain, c'est la conjonction de ces différentes dimensions qui peuvent faire levier si on veut agir sur les inégalités sociales de santé. Je n'aurais pas d'éléments très précis à répondre à votre question sur la thématique précise des cancers. Ça, j'ai pas cette expertise-là ou ce travail-là. En termes de réponse, je n'aurais pas d'éléments précis à vous répondre. Merci beaucoup, je comprends bien. Désolé. À moins que quelqu'un dans l'assistance travaille précisément sur ces sujets, ce serait bien parce que on en manque, je crois. Pauline, Merci. je voulais répondre aux différentes questions sur l'outil. Vas-y, ouais, sur l'outil, En ouais. fait, Merci l'outil, beaucoup. elle est en version interne et c'est une version de travail. On est en train de la travailler parce qu'on voulait mettre à disposition aussi à partir de chaque grand champ des sous-outils qui seront disponibles en ligne. Donc, ça sera sur le site de l'IDEPS. On communiquera très fortement là-dessus dès qu'elle sera disponible. On a bien sûr pris en compte et on part du travail de l'IDEPS Vintest, qui a développé un outil qui s'appelle ProSeries. Et vraiment, on la met dans les diapos. Vous l'avez vu, on est passé très rapidement. Mais ils ont beaucoup travaillé là-dessus et on est allé encore plus loin dans la simplification de l'outil pour qu'elle soit plus appropriable par les acteurs de terrain. Mais on parle vraiment de cette grille qui a été travaillée par les collègues. Et il y a aussi une grille qui a été produite par Promotion Santé Occitanie sur des choses précisément focalisées sur les actions en santé et environnement. Donc, les réseaux de la Fédération Promotion Santé travaillent énormément sur les questions des inégalités. Et donc, bien sûr, il y a d'autres productions sur lesquelles on a travaillé pour s'inspirer.
Pour l'instant, on en est à essayer de proposer un outil plutôt réflexif et d'analyse. C'est-à-dire que ça se remplit assez simplement. On vous a donné quelques images. C'est des cases vides. C'est-à-dire on répond à la dimension ou au levier en disant est-ce que qu'est-ce qui nous permet de dire dans le projet qu'on y est allé? Est-ce qu'on l'a mené? C'est pas forcément un outil où on va répondre à la question oui on le fait, non on le fait pas, plus, moins, moins. C'est plutôt d'engager l'équipe projet à réfléchir. Certains collègues, pour l'avoir expérimenté, nous ont même dit que ça ressemble presque à une espèce de pense-bête méthodologique. C'est-à-dire, est-ce que quand on a pensé l'outil, quand on a pensé notre projet, notre action, est-ce qu'on a pensé à cette dimension-là? Ah, on l'a oublié. Peut-être qu'il faut revoir notre projet au regard de cette dimension. Donc, c'est peut-être plus un outil réflexif qu'un outil où on complète avec oui, non, peut-être, pas assez, pas du tout, 1, 2, plus, moins. Voilà, on a essayé de faire quelque chose qui engage l'échange dans le groupe, puisqu'on on propose plutôt que cet outil-là soit un outil de travail collectif et pas simplement rempli par une seule personne. Parce qu'on pense que le regard croisé peut permettre d'avancer sur cette question des inégalités sociales quand on a un projet en prévention, en promotion de la santé à mener. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais plus comme un outil réflexif que comme un outil hyper technique avec des choses à compléter, à remplir, etc. Si Cédric, pour rester sur cette question thématique là de l'outil, on a eu d'autres questions sur l'outil. Suite à ma question, où pouvons-nous déjà en interne utiliser votre outil pour créer notre fiche? Car Mm. votre pense-bête réflexif est vraiment bien accessible. Je ne sais pas si voilà, sur cette question de l'outil, il y avait encore ça comme qui est resté. Oui, bah, de toute façon, on ne travaille pas à la CIA, hein, donc tout est facilement partageable. On est en train de terminer nos pré-tests internes et je pense qu'assez rapidement, on va pouvoir l'externaliser, le diffuser toutes les fiches repères et les outils dont parlait Claudia tout à l'heure sur notre site internet, assez rapidement, on va pouvoir le diffuser et comme nos collègues Grand Est ou d'autres outils, on peut les télécharger simplement. On le fera aussi très prochainement. Donc, dès qu'on a une finalisation en interne, on pourra le diffuser à tous. Voilà, il n'y a pas de souci. Juste pour vous informer sur les diapos, il y aura les hyperliens vers les grilles des collègues des autres IEPS. Donc, je les mis à chaque fois qu'il y a les images. Normalement, il y a les liens vers les grilles qui sont déjà publiées. Et nous, on est en train de définir la mise en forme, des choses un peu techniques avant de la diffuser plus largement. Mais déjà, les exemples qu'on a mis, on peut partager les grandes dimensions avec les leviers un peu identifiés comme on a fait aujourd'hui. Ce qu'on pourrait peut-être préciser aussi, c'est que cet outil, c'est pas une espèce d'idéal à atteindre. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, si on veut réduire les ISS, il faut tout faire à top niveau. Voilà, on coche pas genre, ça c'est bon, on l'a fait, ça on l'a fait. C'est plus parce qu'on se dit que toutes les dimensions ne sont pas forcément adaptables et adaptées à tous les projets, à toutes les thématiques et à tous les contextes. Donc, il y a même des fois où on peut très bien se dire, bah, tiens, telle dimension, dans la réalité de notre projet, elle ne peut pas s'appliquer, c'est pas possible, pour plein d'arguments. Donc, ce n'est pas un idéal à atteindre, c'est plutôt vraiment comme un pense-bête, je vais reprendre ce terme-là, pour se dire, on a peut-être oublié quelque chose, rediscutons de notre projet pour savoir si on n'a pas loupé quelque chose qui fait que malheureusement, on risquerait de creuser encore plus alors que ce n'est pas notre intention de départ. Voilà, c'est un parti qu'on s'est donné, de surtout pas dire ce qu'il faudrait atteindre comme idéal, mais plutôt quelles sont les dimensions qu'il faut qu'on prenne en compte. Et on verra comment on y arrive, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ce qu'on a déjà pu faire. Voilà. Je ne sais pas si c'était important de le préciser, mais ça m'est venu d'un coup, donc je vous le partage. Ce qu'on fera, c'est qu'on enverra le replay et si ça vous va, Claudia et Cédric, on enverra la présentation Oui. pour qu'ils puissent avoir les liens Oui. dans le mail avec le replay. Et puis, vous pourrez aussi évidemment continuer la discussion. J'ai commencé un post LinkedIn, donc vous pourrez commencer à continuer à poser vos questions à Claudia et Cédric pour les questions pour lesquelles on n'aura pas forcément le temps de répondre. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre pour qu'on essaie de répondre à tous. On a une question de Jacques qui nous dit, dans le territoire rouennais, nous sommes en train de monter un groupe de recherche-action multipartenarial sur les questions de santé dans le cadre de Pollen, qui est le pôle local d'ESS.
un partenariat avec l'IREP serait-il envisageable? Donc, on a une question de Jacques comme ça, puis après d'Angélique sur une association qui mène des actions de prévention et d'éducation à la santé. Nous pourrions avoir un accompagnement de l'IREP pour construire notre fiche que vous avez présentée, l'action PACAP. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre du coup à Angélique et Jacques sur le partenariat avec l'IREPS. Oui, mais je pense qu'on pourrait laisser nos mails et plutôt échanger directement sur les territoires qui sont concernés et mettre en lien avec les collègues directement. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et nous répondrons tout de suite avec Cédric. Nous vous mettrons en lien avec les partenaires locaux à ces sujets et voir les possibilités d'accompagnement. Ouais. Oui. Donc, Alors, on mettra les mails. La seule limite, pour préciser ce que disait Claudia, la seule limite, c'est évidemment le contour de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que pour Roanne, évidemment, on a nos collègues qui sont on a une délégation de la Loire, donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est des demandes hors région Auvergne-Rhône-Alpes, là, on est déjà un peu plus coincé. Il faut qu'on passe le relais à d'autres collègues qui gèrent d'autres régions. Voilà, c'est juste. Vous autres SIEPS, oui, c'est pas de souci. Merci beaucoup. Après, on a une question par rapport à PACAP. Dans le Mhm. cadre du projet PACAP, une action sur la prévention des expositions environnementales avant même la naissance mise au jour pourrait s'inscrire dans cette approche systémique, puisque l'on sait que l'obésité a aussi un lien avec les expositions délétères prénatales. Si on n'agit pas en amont, il est presque déjà trop tard. Donc, c'est plutôt un commentaire, mais je pense que vous êtes en phase avec Oui, ça. oui, on souscrit Oui. totalement, bien sûr. Totalement. Une question de Cathy. Avez-vous étudié la grille Prosiris de promotion santé Grand Est? Quel est votre regard entre vos travaux et cette grille? Oui, oui, ça fait partie des outils qu'on a regardés. Nous, on la trouve très, très bien faite. Ce qu'on a voulu, nous, c'est essayer de trouver quelque chose qui soit plus confort en termes pour les acteurs avec qui on travaille, qui ne sont pas forcément rompus, qui n'ont pas nécessairement un temps relativement important. Et donc, la grille Prosiris est très complète, mais par contre, elle peut peut-être être complexe quand on a des acteurs qui n'ont ni le temps, ni la formation, ni cette appétence, on va dire, conceptuelle ou thématique en promotion de la santé. Donc, on a bien sûr pris en compte ce travail des collègues de Grand Est, parce qu'elle est vraiment bien fichue. Et on a repris des éléments, mais qu'on a essayé de remettre dans une modalité, on va dire, plus simple en termes d'utilisation. Parce que de mémoire, je ne sais plus si je confonds l'outil Réflexe ISS de Valérie Reed et des collègues québécois ou de Grand Est, mais cet outil fait, je crois, au moins une quinzaine ou une vingtaine de pages, je crois, de mémoire. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et de ce fait-là, pour nous, c'était un élément qui pouvait être une difficulté complémentaire on a essayé de détourner en essayant que l'outil qu'on propose soit un peu plus ramassé. Voilà. Mais en tout cas, c'est beaucoup appuyé sur les outils qu'on a repérés dans notre propre réseau, dont celui de Grand Est, effectivement. Une question de Aïssatou auquel vous pourrez répondre par mail ou sur les réseaux sociaux, là sur LinkedIn. Est-ce que je peux avoir le document sur l'étude qui a été menée dans les établissements médico-sociaux? C'était sur les formations et les établissements médico-sociaux par oui. rapport au handicap. C'était la question sur le handicap tout à l'heure. Ah oui, alors là, il faudrait que je retrouve les contacts des collègues de l'ADPI, des 4 départements ex-Auvergne. Et oui, je peux essayer de retrouver, parce que ça date un peu, ça date de 3-4 ans, donc il faut que je retrouve les contacts pour vous mettre en lien éventuellement. Après, non, après, c'est plutôt des commentaires qui vous remercient pour cette présentation. Et on a la question de Patricia Villain. Est-ce que le docteur Dupont, vous pouvez reformuler votre question? Je pourrais peut-être y répondre. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à d'autres questions vu qu'il est déjà 13 heures. Mais ce que je peux proposer, si ça vous va, c'est de continuer à répondre, enfin, de poser vos questions et qu'on puisse y répondre avec Cédric, Claudia et l'équipe Concept sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube et par mail, évidemment, quand on va vous envoyer le replay. Pouvoir rester dans le temps imparti. Je ne sais pas si Cédric, Julien ou Claudia, vous avez un dernier mot, une dernière remarque pour pouvoir laisser nos participants à l'heure. Un grand merci à tout le monde pour partager avec nous ces moments et au plaisir de vous retrouver. Et on espère que l'outil sera publié au plus vite. Oui, moi de même. On va faire tout pour. Moi de même, je pouvais juste compléter parce qu'on l'a pas dit, mais
pour nous, c'est un outil acteur en promotion de la santé, mais il nous semble que c'est relativement transposable quand on mène une action de recherche. C'est-à-dire que il nous semble que c'est un outil que les chercheurs peuvent aussi appréhender quand eux-mêmes ont des actions, surtout dans des logiques participatives. Voilà. Donc c'était pour nous l'idée de transposer un outil promotion de la santé de terrain, mais qui nous semblait transposable à des actions aussi de type recherche. Voilà. Et merci pour vos questions et vos échanges. Dernier mot peut-être qu'on peut dire, c'est que notre site web va bientôt être mis en ligne et que vous pouvez retrouver les replays des Meet and Share de celui-ci et des précédents sur Internet, sur YouTube et donc bientôt sur le site web. Donc n'hésitez pas. Effectivement, la discussion continue par mail ou sur LinkedIn. Parce que j'ai moi-même des Exactement. questions là, mais je me suis mordu la langue pour pas les poser. On en rediscute. Et merci, je vois qu'il y a des commentaires de Rita notamment qui est dans le groupe Coprica. Donc merci beaucoup aux citoyens d'avoir participé à cet échange. C'est important pour nous dans Concept de faire du lien entre les différents acteurs de la santé, hein, que ce soit des médecins, des chercheurs, des citoyens, des patients, des aidants, et de travailler ensemble à la prévention. Un dernier petit mot pour vous dire que le prochain Meet and Share, si vous voulez déjà le poser dans votre agenda, aura lieu comme toujours donc un des derniers mercredis du mois, donc au mois de mai, le 29 mai, toujours à midi. Et ce sera sur Behavior Change Intervention, donc ce sera en anglais, parce qu'on aura la chance d'avoir une chercheuse de l'Université College London qui nous parlera du coup des changements de comportement et de comment mettre en place les modèles de changement de comportement en prévention et pour limiter les facteurs de risque. Donc voilà, ce sera le 29 mai, puis on continuera la communication sur LinkedIn tous les mercredis sur les Meet and Share. Et on voulait vraiment vous remercier pour votre participation. Voilà, on avait plus de 90 inscrits et plus de 50 ou 60 présents aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et donc, pour les contacts, vous inquiétez pas, on vous envoie un mail avec tout le récapitulatif. Merci à vous tous. Merci. Une très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci Cédric et Chloé. Merci.